Reprenons nos débats. Donc pour cette troisième table ronde, les Jeux Olympiques connectés, l'intelligence artificielle au service de la sécurité. Alors je ne vais pas vous demander de monter sur la scène, me rejoindre, puisque vous y êtes déjà. Donc le général Bruno Le Ray. Mon général, vous êtes ancien gouverneur militaire de Paris, directeur de la sécurité du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Madame Julie Mercier, directrice des entreprises et des partenariats de sécurité des armes, DEPSA, donc au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame Essens de France, vous êtes docteur en droit, professeur associé en droit de l'IA, spécialiste de l'IA au service de la transformation de la gendarmerie nationale. Et la chef d'escadron, Mélanie Sezienski, vous êtes chef du bureau de gestion de crise cyber au commandement cyber du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Et pour animer cette table ronde, le titulaire de la chaire de géopolitique du MBA, monsieur le professeur émérite des universités Pascal Chéniaud. Monsieur le professeur, vous êtes enseignant et également directeur scientifique de l'exécutif master géopolitique et géoéconomique de l'émergence créée par HEC en partenariat avec l'université Mohamed VI Polytechnique. Vous avez 45 minutes et puis nous poursuivrons par quelques minutes de questions-réponses. Merci, mon cher Charles-Édouard. L'élégance de tes propos n'a d'égal que ton élégance naturelle. Tu es un digne ambassadeur des anciens du MBA. Je voudrais, puisque, chers amis, nous allons entamer la dernière phase, celle que notre collègue ami Alain Boer a appelée être le second thème, alors que nous en avions fusionné deux, je voudrais remercier les lieutenants-colonels Texera et Boll, car dans le monde réel, l'organisation de cette table ronde n'a pas été de mon fait, mais grâce à leur efficacité. Je leur dédie donc tout ce qui se passe bien aujourd'hui. Je voudrais vous indiquer quel est le fil rouge qui a prévalu pour l'organisation de cette table ronde. Nous sommes d'ailleurs dans une pleine actualité, puisque je suppose la gendarmerie avait du renseignement. Elle a prié le chef de l'État d'inaugurer ce matin comment dirais-je, le site olympique, étant entendu que c'était cet après-midi qu'il fallait que nous ayons les meilleurs pour pouvoir discuter avec vous. Et si nous mesurons l'ampleur de ce dont nous parlons, le maréchal Fosse disait de quoi parle-t-on, nous avons 206 délégations prévues, un peu plus de 15 000 athlètes, entre 12 et 13 millions de visiteurs selon les derniers sondages envisagés. Vous imaginez que derrière cela, un phénomène éphémère mais multisite et qui représentera l'image de la France est un enjeu majeur. Il n'était donc pas incohérent que nous exemplarisions sur cette problématique pour achever cette journée. Le fil rouge sus évoqué consistera à prier le général Le Ray de souligner les enjeux, les défis, à quoi sommes-nous affrontés. Madame la directrice Julie Mercier nous fera l'amitié, si elle le veut bien, de pouvoir disserter ensuite, discuter, exposer quelles sont les solutions et les dynamisations que nous allons vivre grâce à cette situation des Jeux olympiques et paralympiques. Nous avons, en la personne, chers collègues, de Madame de France, une juriste qui aura pour mission de nous indiquer ce qu'il en est du droit en la matière, du national avec loi olympique, je pense notamment à mai 2023, mais également à une réglementation européenne, Instatu Nascendi, donc la juriste, ce sera vous. Et puis, je remercie vivement la commandante Sezienski, qui aujourd'hui est une grande spécialiste cyber intelligence artificielle, de clore nos réflexions sur les solutions face aux menaces dans le contexte d'intelligence artificielle que nous évoquons aujourd'hui. Mon général, primus inter pares, il n'y a pas d'autre place pour un officier général que la première, je vous la concède donc. Merci, professeur, merci de cette introduction. Alors, en quelques mots, d'abord pour vous dire que, un peu comme les concours de l'école de guerre que certains d'entre vous ont peut-être passé, moi je vais répondre d'emblée à la question. Sécuriser les Jeux, ça va bien se passer. Je ne partage pas la vision
de M. Bauer, qui malheureusement n'est plus là, mais qui je dirais, nous promettait au chaos à plus ou moins long terme. Donc voilà, je suis un indécrottable optimiste. Je n'ai pas de cauchemar non plus, je vous rassure. L'IA est-elle la martingale absolue? La réponse est non. En revanche, l'intelligence est la martingale absolue? La réponse est oui. Qu'est-ce qui me permet d'être aussi affirmatif pour débuter ce propos? D'abord, pour vous dire que, en fait, la particularité des jeux, il y a quelques critères qui intuitivement pourraient laisser penser que l'intelligence artificielle va être omniprésente dans les jeux. Dans les faits, cet événement unique au monde par son ampleur, hein, par sa durée, par l'intensité des moyens qu'il met en œuvre, je dirais, d'une certaine manière, écarte la possibilité de traiter ça avec de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Les Jeux Olympiques, au-delà des chiffres que le professeur Chéniaud a déjà cités, les Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est 40 sites de compétition, une centaine d'autres types de sites, des hôtels, des parkings, des dépôts logistiques, le village olympique qui a été inauguré ce matin. Voilà. Donc, c'est 150 sites. Ces 150 sites vont devoir fonctionner ensemble et toutes les informations relatives à ces sites, au plan de la sécurité, vont remonter en un seul et même point au centre névralgique des Jeux qui sera installé à Pulse. Donc on a déjà un grand nombre de sites répartis sur tout le territoire national. On travaille sur des sites qui sont à 95% des sites préexistants. C'est une des particularités du projet de Paris 2024, c'est qu'on travaille sur des sites existants. Donc on travaille avec ce qui existe d'ores et déjà sur les sites. Quand il y a un peu d'intelligence artificielle, je dirais d'une certaine manière, tant mieux. S'il n'y en a pas, on fait avec ce qui est sur place, même si on renforce le dispositif. C'est un événement éphémère, 2 fois 15 jours. Coutume de dire, à Paris 2024, on est formaté pour dire, on parle des Jeux olympiques et paralympiques, 2 fois 15 jours. Sur 2 fois 15 jours, forcément, vous n'allez pas investir dans des technologies, d'autant plus que vous installez sur un grand nombre de sites qui sont préexistants, vous n'allez pas investir largement et pas plus, je dirais, en termes d'intelligence artificielle. Et enfin, parmi les grandes caractéristiques également, la principale intelligence des Jeux Olympiques en matière de sécurité, c'est l'intelligence collective. Et dans cette intelligence collective, et ça va faire plaisir peut-être à M. Brageux, que je vois régulièrement dans un grand nombre de réunions sur cette thématique, c'est l'intelligence collective qui associe la sécurité privée, qui est le bras armé, qui est le principal outil de sécurité et qui n'a rien d'artificiel pour le coup, qui est associé à la sécurité. Et l'idée qu'on travaille également de manière très intégrée avec l'État. Donc si l'intelligence artificielle, elle n'est pas clairement dans le camp de l'organisateur, je vous ai dit dans les très grandes lignes les raisons pour lesquelles, je dirais, l'intelligence artificielle. Alors, il y a des caméras qui vont détecter le maraudage qui a été évoqué tout à l'heure, des détections d'intrusion, voilà. Mais ça, je dirais, ça n'est pas de l'intelligence artificielle de haute volée, si j'ose dire. En revanche, l'intelligence artificielle, elle est dans le dispositif, elle est en grande partie dans le camp de l'État, hein, avec lesquels nos dispositifs de sécurité, qui sont conçus vraiment comme des continuums de sécurité, le mot est souvent galvaudé, mais là, en l'occurrence, il est parfaitement adapté. Le dispositif de sécurité des Jeux, en fait, c'est un système de poupée gigogne. Pour être très schématique, l'organisateur s'occupe du périmètre des sites et de l'intérieur des sites, et tout ce qui est à l'extérieur des sites, c'est l'État qui s'en occupe, et forcément, les 10 000 spectateurs et un peu plus, les 10 millions de spectateurs et un peu plus de 2 millions pour les Jeux paralympiques qui vont venir aux Jeux, pour arriver sur les sites, vont franchir des dispositifs de sécurité qui, eux, sont sous la responsabilité de l'État. Voilà très, très brièvement posé le paysage général de la sécurité des Jeux. Et désolé si j'ai apporté la réponse d'emblée, mais dans ma formation, on donne son idée maîtresse d'emblée. Et donc j'y reviendrai peut-être en conclusion si l'occasion m'en est donnée. Merci infiniment, mon général, et merci d'être allé directement à la
réponse. Cela rassure et cela tranquillise nos esprits. Je remercie également Madame Mercier d'avoir pu se libérer compte tenu des responsabilités qui sont les siennes et qui sont lourdes. Je saisis cette occasion pour vous dire publiquement l'admiration que je ressens quand je vois comment vous arrivez à gérer un relationnel avec un Parlement où il n'y a pas vraiment de majorité, avec une CNIL qui n'est pas toujours facile et avec un Conseil d'État qui a une haute opinion de ses idées. Je voudrais également ajouter à cela que vous avez, au niveau économique, su mobiliser des acteurs et des scientifiques. Donc, votre modestie dut-elle en souffrir? Sachez que nous sommes conscients de ce que vous faites pour que nous aboutissions. Expliquez-nous maintenant, si vous le voulez bien, ce qu'il en est des défis, ou plutôt des solutions pour relever les défis évoqués. Vous m'entendez ? Bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Et ma modestie n'en souffre pas, puisque tout ça ne me doit rien, puisque ma direction a été créée au mois de juillet et que tous les prémices qui permettent tout ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent sont le travail des équipes que j'ai la chance aujourd'hui de piloter et de l'ensemble des acteurs du ministère et de l'interministériel et des partenaires extérieurs au ministère. Donc, ça ne me doit strictement rien. Donc, j'en parle d'autant plus librement ce soir. Pour rebondir sur ce que disait le général Leray, et je pense qu'on est complètement aligné, ça prouve l'alignement du COJO et de l'État. Moi aussi, je vais aller directement à la réponse. Est-ce que l'IA est la martingale? Certainement pas. Et pour rebondir sur ce que disait le général, quand on a un événement de l'ampleur historique et inédite en termes de sécurité que sont les Jeux Olympiques, en fait, on ne va pas utiliser ça comme un terrain de jeu sur des technologies qui ne seraient pas suffisamment matures. Alors, je vais vous prendre un exemple de ma jeunesse. J'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, de visiter plusieurs pas de tir et j'étais toujours très étonnée que les systèmes informatiques ne soient pas les systèmes à la pointe de l'état de l'art, mais plutôt des systèmes bien rodés. Et on m'avait expliqué à l'époque, ben oui, mais pour faire décoller une fusée, c'est la fusée qu'on veut faire décoller, on ne veut pas tester des nouveaux systèmes informatiques. Et bien, pour la sécurité des jeux, c'est un peu la même chose. On veut s'assurer que tout sera bien sécurisé et on n'est pas là pour faire de l'apprenti sorcier et du n'importe quoi. Il n'en demeure pas moins que les Jeux sont malgré tout une occasion exceptionnelle et donc l'État a su se saisir de cette occasion exceptionnelle pour organiser un certain nombre d'expérimentations, mais de façon très maîtrisée. Et je pense que, donc je vais vous présenter ces expérimentations et ce qu'on va faire un petit peu en termes d'IA plus précisément, mais avant tout ça, je voudrais revenir aussi, enfin moi ce que j'ai beaucoup apprécié cet après-midi, c'est que ça soit sous un angle très pratique de ce qu'on a pu voir sur l'apport de l'IA dans la sécurité du quotidien ou de façon plus académique sur la première table ronde. En fait, on voit qu'on démystifie un peu la possibilité de l'IA et qu'on voit que oui, ça offre beaucoup de possibilités, mais que c'est encore une technologie qui se heurte à beaucoup de difficultés pour être parfaitement opérationnelle. Et encore une fois, l'efficacité des forces de sécurité intérieure et de l'ensemble du continuum de sécurité, c'est d'être opérationnel. Donc sur les Jeux qui nous offrent l'opportunité de tester un certain nombre de technologies, vous le savez peut-être, on a fait un certain nombre d'expérimentations au ministère de l'Intérieur, 180 au total, dans le cadre d'un programme qui pour le ministère était inédit et autour duquel on a mis l'ensemble des utilisateurs pour faire exprimer un besoin utilisateur et mettre en face une réponse industrielle. Et cette réponse industrielle a porté sur un certain nombre de sujets, pas simplement sur l'IA, sur les drones, sur les systèmes d'hypervision, mais il y avait aussi la question de l'IA dans la vidéoprotection. Et sur l'IA, enfin, je pense que Madame de France reviendra sur les débats de la loi du 19 mai 2023, on voit qu'il y a beaucoup de fantasmes et ce fantasme il peut être alimenté aussi sur la médiatisation qu'on a pu avoir sur des grands événements sportifs récents, que ce soit au Qatar ou les précédents Jeux à Tokyo et où on nous parlait des Jeux connectés, des Jeux 3.0, mais on est dans un cadre juridique et dans un système démocratique un peu différent pour les Jeux qui se passent en Europe et plus particulièrement en France. Et donc, ce qui a pu être autorisé ou testé ou mis en œuvre à l'occasion de ces manifestations sportives n'est pas forcément reproductible sur notre territoire. Et par ailleurs, quitte à être un petit peu piquante, l'efficacité et la réalité des performances de l'intelligence artificielle qui a pu être déployée à cette occasion, sauf erreur, n'a pas été réellement évaluée.
Donc, ce que nous, on va faire pendant les Jeux, c'est tester de nouvelles formes d'IA et en parallèle, comme le disait le général Leray, utiliser sur des choses qui sont moins sensibles de l'IA qui est déjà bien rodée. Donc, pour prendre les sujets qui peuvent paraître les plus anodins, mais qui sont très importants dans l'organisation des Jeux, vous pouvez tous avoir aujourd'hui accès à un site internet qui s'appelle Anticiper les Jeux et qui va vous permettre de vous anticiper heure par heure les déplacements dans les transports parisiens pour savoir comment vous pourrez vous rendre à votre travail, comment vous pourrez vous rendre éventuellement aux manifestations sportives. Donc ça paraît anodin, ça paraît simple, mais c'est grâce à l'IA qu'on a pu avoir une gestion massive de données et d'historique de données voyageurs. Et ça, c'est un élément de sécurisation. Alors, il ne fait pas la une des tabloïds, mais qui est extrêmement important pour pouvoir permettre le jour J qu'il y ait une régulation des flux de transport qui soit efficace. Autre exemple d'application de l'IA, on a des entreprises qui développent aussi aujourd'hui des solutions sous forme de tablettes qui permettent à des forces de sécurité intérieure ou à des acteurs de sécurité privée de pouvoir échanger avec des interlocuteurs, des locuteurs étrangers de façon fluide parce qu'on a de la traduction automatique ou on a aussi des supports sur des fiches réflexes de comportements à avoir en fonction de tel ou tel comportement. Et derrière tout ça, il y a de l'IA. Mais ce n'est pas forcément l'IA, comme je le disais, dont on entend parler dans les journaux. Et donc là, j'y viens. Dans le cadre de la loi JO de 2023, et je ne reviendrai pas sur le cadre juridique, parce qu'encore une fois, je pense que Madame de France le développera, a été autorisé pour la première fois, dans un cadre qui a été juridique clarifié, l'expérimentation d'intelligence artificielle dans la vidéoprotection. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va coupler des solutions logicielles à de la vidéoprotection pour détecter 8 types d'événements prédéterminés, dont les plus courants seront les mouvements de foule, le franchissement d'une zone interdite, le sens des circulations inversé, des colis abandonnés, une personne au sol. Donc on est sur des cas d'usage qui ont été prédéterminés par décret en application de la loi et on va tester des solutions logicielles qui vont aider, là encore une fois, l'opérateur à détecter éventuellement des situations particulières. Et j'ai beaucoup aimé dans la table ronde, enfin dans la première table ronde, quand on mettait bien en évidence que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui permet de renforcer de la performance sur des activités automatiques, mais ce n'est pas du créatif. Et en fait, l'apport de l'intelligence artificielle, c'est de replacer l'opérateur dans sa part de créativité, c'est-à-dire qu'il ne va pas être derrière ses écrans vidéo, en gros, toute la vigilance qui va être captée pour regarder les écrans vidéo va être simplifiée par le recours à l'intelligence artificielle, ce qui fait que quand le signal de détection va s'activer, là, il aura plus de capacité cognitive à mobiliser pour analyser ce qui est en train de se passer et voir s'il y a lieu ou pas d'enclencher une réponse opérationnelle. Donc là, l'IA est vraiment une aide à redéployer la créativité humaine, si je peux me permettre. Et ce que je trouve intéressant dans cette expérimentation qu'on va conduire et dont on a beaucoup parlé, donc d'abord, c'est une expérimentation qui prohibe la reconnaissance faciale, qui prohibe toute connexion avec des fichiers de tout type, qui prohibe toute biométrie. Et je pense que c'est très important de le rappeler parce que dans les débats parlementaires et dans ce qu'on peut entendre parfois sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu de confusion par rapport à tout ça. Mais pourquoi cette expérimentation est aussi encadrée? Et c'est là où on reboucle sur les limites de l'IA qui ont pu être mises en avant dans la première table ronde. Aujourd'hui, pour qu'une IA soit performante, il faut qu'elle dispose de bases de données dont on sait d'où elles viennent, dont on sait comment elles ont été construites, qu'on peut correctement annoter. Il faut qu'elle puisse s'entraîner dans la durée pour pouvoir vérifier est-ce qu'il y a des biais, pas de biais, etc., etc. Et donc, en fait, cette expérimentation fait beaucoup parler. Moi, j'ai tendance à dire, elle risque d'avoir un effet en tout cas un petit peu déceptif pour ceux qui vont la voir de près, parce qu'on n'est pas dans Minority Report, on n'est pas du tout dans le Big Brother, mais on est dans essayer d'expérimenter et de renforcer une capacité d'intelligence artificielle pour qu'elle soit vraiment une aide à l'opérationnel. Et donc, pour moi, cette expérimentation, elle est vraiment dans tout ce qu'on décrivait dans les deux précédentes tables rondes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à systématiser et à utiliser et à exploiter de la donnée massive de façon facilitée pour pouvoir laisser la place à l'opérationnel et renforcer la disponibilité cognitive des intervenants sur ce qu'il y a de plus précieux pour la sécurité de nos concitoyens. Merci mille fois, Madame la Directrice, pour ces propos aussi précis que réalistes. Cela est encadré par le droit
mais en même temps que le droit est normatif de cette situation, il y a une véritable tradition dans l'olympisme qui est la tradition de l'héritage. Et une des questions qui se pose à moi est à la fois où en sommes-nous dans l'encadrement juridique et comment ces Jeux pourraient devenir un élément de stimulus au niveau de cette tradition olympique. Chers collègues. Merci beaucoup, professeur. Je vais peut-être commencer par mes propos en rendant hommage quand même à ce grand homme français, Coubertin, qui disait « voir loin, parler franc, agir fermement ». Et ces propos résonnent d'autant plus à l'heure de l'intelligence artificielle où le sujet est aussi et avant tout géopolitique international. Vous n'êtes pas sans savoir en fait que en réalité, depuis quelques années, on essaie de savoir comment réglementer l'espace numérique. Donc c'est le moment aussi pour les États de redéfinir son rôle, de redéfinir sa place, et cela avec les nouvelles technologies. Je pose ainsi comme ça le contexte international. C'est ce qu'on appelle cet espace numérique. En fait, on dit souvent que c'est un espace de compétition, puisqu'il y a différents acteurs qui sont présents dans cet espace numérique, dont les fameuses big tech, mais pas qu'elles. Je redéfinis un peu ce contexte international, puisque c'est le contexte dans lequel l'Union européenne a récemment donné finalement son accord pour le projet de réglementation en intelligence artificielle. Je tiens ici à rappeler qu'il n'a pas été adopté au sens juridique du terme, dans le sens où il est en train de passer dans les mains du Parlement, de la Commission européenne, et là, il faut qu'il passe le Conseil d'UE pour être signé, puis au global, finalement, voté. Et ce projet de réglementation en intelligence artificielle, en réalité, il donne à voir de la vision de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle, qui est une vision très éthique, qui est très tournée aussi, vers nos PME. C'est un projet aussi avant tout économique. Et c'est aussi dans le cœur de ce projet-là de réglementation d'intelligence artificielle, il y a un sujet qui est essentiel, et j'en suis ravie, qui est le sujet de l'expérimentation. Pour que, en fait, finalement, une intelligence artificielle soit performante, il faut qu'on puisse l'expérimenter, et ce, dans des conditions réelles. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à obtenir, alors à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les États et pour les forces de sécurité intérieure. Ça paraît comme ça très, très simple et puis en même temps très naturel de dire, mais bien évidemment, en réalité, comme le sujet, je viens de vous le dire, le sujet était avant tout très économique. Finalement, pendant 2 ans, on a assisté à des conversations, à des débats au sein du Parlement européen sur, mais en réalité, pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'État et finalement son bras armé, les forces de sécurité intérieure, se dotent d'intelligence artificielle. Donc il y avait aussi un vrai sujet de sensibilisation. Tout ça pour dire que finalement l'Union européenne a prouvé qu'elle voyait loin, c'est l'enjeu éthique et juridique. Effectivement, ça sera à travers le prisme des valeurs. C'est pour ça d'ailleurs que vous entendez beaucoup aussi de discussions sur ce qui s'est passé avec Mistralia et Microsoft. L'Union européenne se demande finalement si cette vision-là d'éthique arrivera à être finalement à trouver une vraie application. Parler franc, eh bien, effectivement, c'est ce projet de réglementation en intelligence artificielle. Les choses sont dites très franchement, ce que c'est qu'un système d'intelligence artificielle, comment est-ce que ça doit être calibré, qu'est-ce qu'on doit y trouver, le pourquoi, du comment et quelles sont les finalités et les responsabilités attendues. Et puis ensuite, l'agir ferme, donc c'est les fameuses expérimentations. La France a donc, à travers les Jeux Olympiques, a donc tout approuvé. C'est tout un symbole aussi que juste après ce vote-là qui va arriver au mois d'avril, on ait cette possibilité pour l'État et ses forces de sécurité intérieure de démontrer comment finalement on exploite cette expérimentation avec des entreprises. C'est aussi une manière de structurer l'écosystème en IA. On en parle beaucoup, mais il n'est pas encore si structuré que ça. Et symboliquement, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est à travers le ministère de l'Intérieur qu'on structure cet écosystème d'intelligence-là.
Et là aussi, c'est pas du tout anecdotique, c'est symbolique de mettre les enjeux de sécurité au cœur du sujet de l'intelligence artificielle. Un sujet qui n'était pas principal quand on regarde d'autres pays. Sur le deuxième volet, sans doute, qui est effectivement celui de l'héritage. Donc là encore, hein, c'est cher au mouvement olympique. Il n'est pas aussi, il est tout aussi important pour les forces de sécurité intérieure, encore plus, pas encore plus d'ailleurs, pour toutes les forces de sécurité intérieure, mais aussi pour la gendarmerie nationale. Pourquoi je veux dire mais aussi, c'est parce que en réalité, il y a maintenant 3-4 ans, on a décidé de publier une charte éthique au sein de la gendarmerie nationale dans le cadre complet de l'intelligence artificielle de confiance. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ce terme héritage, il vibre en fait à travers cette notion d'éthique et finalement à travers aussi cet instrument qu'est la charte éthique et puis également à travers cette réglementation en intelligence artificielle et au-delà, effectivement, la loi JO et ces 2 autres décrets. Cet héritage, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'innovation, donc l'intelligence artificielle, elle est soumise avant tout et surtout au progrès. Et ça, je reprends là des propos de Thierry Breton, qu'il disait déjà au mois de décembre, qu'il a redit encore ces derniers jours. Il disait, mais en fait, l'intelligence artificielle, elle doit surtout et avant tout être soumise aussi à cette notion d'intérêt général. Il le faut, c'est important en fait, parce que c'est une manière aussi de sauvegarder l'humanité et d'éviter aussi d'être des ingénieurs du chaos. Je le souhaite que ces Jeux Olympiques, effectivement, avec cette expérimentation en intelligence artificielle, démontrent en fait son intérêt, à la fois pour les forces de sécurité intérieure, démontrent aussi son intérêt pour la suite dans le champ de la sécurité. C'est essentiel, c'est aussi pour ça qu'il y a des comités de pilotage et d'évaluation. Et donc, finalement, démontre que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une rupture technologique en réalité, puisqu'elle vient s'insérer dans un cadre éthique et qu'elle vient valoriser finalement le cœur du métier du gendarme et plus globalement des forces de sécurité intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que finalement ces systèmes d'intelligence artificielle viennent valoriser des capacités de décision et des capacités d'action et donc des capacités de responsabilité. Juste dernier point, qui est le corollaire de ça, de cette France qui devra être cette grande athlète internationale en intelligence artificielle. Et puis, elle devra démontrer effectivement ce côté héritage-là. Il y a aussi ce troisième champ-là qui me tient particulièrement à cœur, qui est le débat démocratique. Bien évidemment qu'au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect technologique, au-delà de l'aspect juridique, il y a aussi tout un aspect culturel, c'est-à-dire qu'il faut emmener effectivement toute une société. Et là encore, la gendarmerie, les forces de sécurité intérieure, plus globalement le ministère de l'Intérieur, a un rôle déterminant à jouer dans ce lien de confiance, dans ce lien d'État-nation, puisque par nature, en fait, vous préservez ce lien-là. Donc ça me semble essentiel effectivement de faire attention à cette notion de débat démocratique. Et comment est-ce qu'on fait attention? C'est typiquement on est dans ce moment-là. C'est ce moment-là que j'appelle des moments de calibrage, de paramétrage, où en fait on veille quand même à ce qui se passe dans les médias. J'entends beaucoup dans les médias, mais c'est normal, c'est aussi l'art parfois de la punchline. Attention, surveillance généralisée, attention, reconnaissance faciale, attention, c'est de la vidéosurveillance, attention, en fait les drones vont survoler et finalement ça va être Big Brother. Là aussi, on a un rôle à jouer justement pour dire, rappeler ce que sont les termes de la loi, rappeler le cadre d'expression de cette expérimentation-là, rappeler également l'intérêt de l'intelligence artificielle, finalement, dans le champ de sécurité. Je finirai juste là-dessus. Il y a eu un sondage qui avait été fait on avait posé aux Français la question de dans quel secteur voyez-vous de l'intérêt de l'intelligence artificielle? Le champ de la sécurité n'était pas évoqué. Celui de l'environnement, bien sûr, celui de l'emploi, bien sûr, celui de la santé, encore plus.
mais pas celui de la sécurité. Et de manière très surprenante, en fait, il est arrivé dans une autre catégorie qui était celui des risques. Donc je crois que oui, à travers ces Jeux olympiques, on a effectivement tant à prouver, tant à dire, tant à rappeler à travers nos sachants et puis à travers nos expertises et puis à travers aussi finalement le gendarme de terrain qui a tout aussi sa place pour participer à ce débat-là. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues, et merci surtout pour avoir, derrière les règles, rappelé l'ampleur des enjeux. Commandante, dans tout saut technologique se profilent autant de menaces que de solutions. Vous êtes à la croisée de ces réflexions entre le cyber et l'intelligence artificielle. Merci de votre présence pour nous en entretenir. Merci, monsieur le professeur. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler menaces cyber et lutte contre la cybercriminalité. Alors, ce n'est pas un scoop. La menace cyber est identifiée comme une menace majeure pour les JO 2024. Les derniers Jeux de Tokyo en 2021, c'est pratiquement 4 milliards d'attaques recensées, de tentatives d'attaques, car fort heureusement, toutes n'ont pas abouti. Mais c'est là que je vais devenir un peu anxiogène, mais pas que, hein, je vous rassure. Une seule attaque aboutie peut, à elle seule, en fait, mettre à mal tout ou partie de l'organisation des Jeux. Alors, de quoi on parle ? On parle de déstabilisation, de sabotage, d'escroquerie, d'atteinte à l'image, de vol de données. En fait, les grands événements sportifs tels que les JO, qui sont quand même la compétition la plus suivie au monde, constituent des opportunités de choix pour les cybercriminels. Des opportunités de par la visibilité qu'offre l'événement. Et des opportunités aussi de par la surface d'attaque, c'est-à-dire toutes les technologies qui vont être utilisées et qui sont de potentielles portes d'entrée pour les cybercriminels. D'autant plus aujourd'hui avec l'interconnexion de toutes ces technologies entre elles. Alors, la technologie peut désormais aujourd'hui tout contrôler, mais ça, on a tendance à l'oublier parce qu'elle fait trop partie de notre quotidien. Si on prend quelques exemples et qu'on ramène ça à notre thématique, au JO, je parlerai par exemple de l'alimentation en énergie des lieux de compétition, de la retransmission des images, du chronométrage des épreuves, de la billetterie, de l'accès aux sites de compétition ou encore les sites web officiels. Alors, le grand public, les entreprises, l'organisation des jeux, les transports, les lieux d'hébergement, de restauration, tous, en fait, sont de potentielles cibles pour les cybercriminels. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri parce qu'en fait, toutes ces catégories de victimes répondent à des motivations criminelles différentes. Je m'explique. Et les motivations, elles sont multiples forcément. On va parler par exemple de déstabilisation ou de décrédibilisation de la France avec des attaques en déni de service ou des défigurations de sites web. Les JO, c'est le moment de faire passer des messages et de décrédibiliser la France, par exemple, sur sa capacité à sécuriser ces Jeux olympiques. Ça peut être aussi des campagnes de phishing de masse auprès de la population pour vendre tout simplement des faux billets pour accéder aux compétitions. Là, la motivation est purement financière. Ou ça peut être encore des attaques par rançongiciel sur des entreprises partenaires ou non des JO, mais pour extraire et voler de la donnée qui est précieuse aujourd'hui, et bloquer tout simplement le fonctionnement de l'organisation en chiffrant les données contre le paiement de rançon. Alors, l'intelligence artificielle, dans le cadre de la sécurisation des JO, dans le cadre de la sécurisation cyber des JO, est une technologie qui est incontournable. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la fois le poison et le remède. Alors, je m'explique. Comme toutes les technologies qui ont bouleversé notre monde, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA, il ne faut pas avoir peur de la technologie. Je pense qu'il faut plutôt se méfier de qui l'utilise et à quelle fin. Alors vous me direz, l'IA, entre les mains des cybercriminels, forcément, ça va augmenter la célérité des attaques, ça va augmenter la complexité des attaques, ça va augmenter la crédibilité, et bien entendu, on en parlait tout à l'heure, de l'accessibilité de ces cyberattaques pour tout le monde, par tous. Alors, si on prend quelques exemples pour coller parfaitement à notre thématique aujourd'hui, d'abord des campagnes de phishing. L'IA peut aujourd'hui permettre d'automatiser des campagnes de phishing ciblées.
Cette recherche d'ingénierie sociale, qui d'ordinaire peut prendre quelques heures, voire quelques jours pour le cybercriminel, aujourd'hui, l'IA est en mesure d'automatiser cette tâche. Cela va rendre l'attaque forcément beaucoup moins coûteuse en temps et donc en argent pour le cybercriminel, et beaucoup plus rentable puisqu'elle sera plus que crédible. Ces campagnes de phishing de masse sont effectivement une menace que l'on redoute pendant la période des JO. On peut s'attendre aussi, on en parlait tout à l'heure, à la génération de deepfakes, ces fausses vidéos, fausses photos, faux textes, qui peuvent nuire à l'image de la France, aux pays participants ou encore même aux sportifs. C'est le moment, par exemple, de créer des polémiques sur fond de tension géopolitique, par exemple, ou tout simplement l'occasion d'usurper l'identité de quelqu'un et de tout simplement tirer profit par le gain financier. Et enfin, l'utilisation de l'IA va permettre aussi de rendre plus facile et moins coûteuse la génération, le déploiement de codes et de logiciels malveillants. Et ça, là aussi, on en parlait tout à l'heure avec le colonel Rémi Février, ça permet une démocratisation des cyberattaques pour tous, mais l'automatisation va aussi permettre la démultiplication de masse de ces attaques. Alors, en conséquence, l'intelligence artificielle pour les forces de sécurité intérieure, c'est un véritable enjeu de souveraineté. Madame Isance de France parlait tout à l'heure, et le directeur général le disait en introduction, de la stratégie intelligence artificielle adoptée par la gendarmerie, la stratégie CAPIA, et notamment de ses travaux pour la détection de deepfakes. Le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle est un enjeu majeur, ne serait-ce qu'en fait, pour détecter et contrer son usage par les cybercriminels. Dans le cas des deepfakes, par exemple, il va être de plus en plus difficile en fait, de détecter avec l'œil humain, de déceler en fait, le vrai du faux, tout simplement. Et pour prendre un exemple concret, ça posera des problèmes notamment dans le domaine judiciaire, dans l'enquête judiciaire, ne serait-ce que dans le recueil de la preuve, qu'elle soit à charge ou à décharge d'ailleurs. Pour autant, il ne faut pas se priver des possibilités que ça nous offre, notamment pour faciliter le travail des enquêteurs. Nos équipes travaillent en ce sens, et notamment sous la direction du général Perrotte, pour rendre nos outils beaucoup plus performants, notamment sur de la détection de logiciels malveillants, sur de la recherche de vulnérabilités ou d'activités malveillantes sur nos systèmes d'information grâce à l'IA. Aujourd'hui, beaucoup d'outils faisant appel à l'IA ont déjà été développés en interne. D'ailleurs, la gendarmerie a reçu en janvier 2024 le prix du meilleur contributeur d'Europol, justement pour la mise à disposition de ces outils à d'autres polices étrangères. Alors, on parle de transcription automatique de paroles, d'outils de traduction automatique, ou de géolocalisation d'images. Et tous ces outils-là sont faits, en fait, tout simplement pour améliorer l'efficacité opérationnelle de nos enquêteurs et les assister dans des actes d'enquête qui peuvent paraître assez chronophages. L'autre grand enjeu majeur de l'IA, je me dépêche, l'autre grand enjeu majeur, bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, ça va être la visualisation, l'exploitation et le traitement de la donnée de masse, notamment dans le cadre des investigations numériques. Aujourd'hui, ce travail, il est réalisé par nos gendarmes. Alors, c'est un travail parfois de fourmi. Ils s'aident d'outils aussi, mais l'IA peut véritablement permettre de gagner du temps en efficacité à ce stade de l'enquête. Bien entendu, cette utilisation de l'IA va poser de nombreuses questions. Elle en pose déjà, et notamment deux grands enjeux pour nous dans le domaine judiciaire, pour les enquêteurs. Le premier, ça va être de pouvoir en fait, tout simplement maîtriser les éléments utilisés par l'IA, de s'approprier la technologie, tout simplement pour en expliquer l'ingénierie. Un gendarme, quand il devra expliquer au juge comment il est parvenu à ce résultat d'enquête grâce à l'intelligence artificielle. Et le deuxième grand enjeu, bien entendu, c'est la responsabilité juridique, notamment la responsabilité pénale, parce que concrètement, dans le cadre d'une infraction cyber, comment on attribue, comment on partage cette responsabilité juridique entre l'homme et entre la machine, et surtout, au commencement, quel est le statut juridique
de l'intelligence artificielle. Et enfin, pour terminer, je vais nuancer mes propos en disant qu'effectivement, l'IA n'est pas le martingale absolu à la sécurité. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes et le remède à tous les maux. Il faut bien être conscient, et on l'a dit tout au long de cet après-midi, que l'IA n'a d'intelligence que ce qu'on veut bien lui donner. Et que, comme toute technologie, elle est elle-même vulnérable et attaquable. Et donc, pour nous, et c'est la stratégie qui est défendue par la gendarmerie, il est essentiel que le gendarme reste, que l'humain reste au cœur du processus. L'IA ne doit véritablement être qu'un outil au service du gendarme et au service de l'enquêteur. À titre d'exemple, au sein du ComCyberEMI, de la division anticipation, des analystes travaillent sur la veille et l'analyse de la menace. Cette veille et analyse de la menace, et d'ailleurs ce centre d'analyse travaille depuis sa création sur la veille et l'analyse de la menace pour les JO 2024. Eh bien, cette analyse et la veille de la menace, avec ou sans IA, l'analyste devra rester au cœur du processus de raisonnement, d'analyse et de contextualisation de l'information pour produire un renseignement de qualité. Et j'en conclus en vous disant qu'on a beaucoup parlé de technologie et de sa relation avec l'homme. Et pour moi, et c'est très personnel, je pense que l'humain doit rester au cœur de notre dispositif de cybersécurité. De surcroît, à l'approche des JO, en très court terme, je suis profondément convaincue que la sensibilisation et la prévention, c'est une des armes les plus efficaces pour lutter contre la cybercriminalité. Parce qu'on a l'habitude de dire que l'humain est le maillon faible de la cybersécurité. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'humain, c'est le premier rempart. Il faut éveiller les consciences. Ça, c'est sûr. Il faut développer l'esprit critique de chacun d'entre nous face à ces technologies. C'est ce que font nos gendarmes, nos cybergendarmes sur nos territoires au quotidien. Parce que bien sensibilisé et préparé, l'humain est un véritable acteur de la cyber-résilience de notre nation. Merci infiniment, commandante. Merci d'avoir remis l'humain au centre du débat. Le général Leray nous avait rappelé, s'il en était besoin, que l'humain ne devait pas être écarté. Et avant qu'on arrive aux questions, cela me faisait penser à la leçon de Jean Piaget dans sa philosophie des sciences. L'intelligence, ça n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait de ce que l'on sait. Et surtout, l'intelligence, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Les questions ? 2 questions rapidement, s'il vous plaît. Avez-vous des questions à nos invités ? Alors, je n'en vois pas, professeur. Ah, vous parlez. Voilà. Oui, bonjour, Claude Foulon, Orange Business. Donc, j'avais une question, alors elle n'est pas du tout polémique. Lors des Jeux Olympiques de Tokyo, on a fait du contrôle d'accès à partir de biométrie pour les personnels accrédités. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, on ne fera pas de contrôle biométrique pour les personnels accrédités, alors qu'on sait le faire, alors qu'on a la réglementation qui le permet. Qu'est-ce qui justifie ce choix ? Alors, je vais me permettre d'apporter un élément de réponse, puisque il se trouve que je suis allé à Tokyo en 2021, et ma tête doit pas revenir à la machine, parce que je peux vous dire que je mettais un temps certain, un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud pour le refroidissement du fût du canon, pour ceux qui ont la référence. Très objectivement, ça ne fonctionnait pas bien. Donc je suis peut-être le mauvais exemple, mais en tout cas, ça ne fonctionnait pas bien. Et ça n'était utilisé effectivement que pour les accrédités, puisqu'il n'y avait pas de spectateurs à Tokyo. Et donc, je ne sais pas s'ils auraient eu l'opportunité ou même s'ils avaient l'intention de le tester à l'échelle des spectateurs. En revanche, à Pékin, ça a été utilisé à grande échelle, y compris pour les spectateurs, à ma connaissance. Mais je n'ai pas d'informations sur l'efficacité ou l'absence d'efficacité de la machine. Ce qui est certain, c'est que fondamentalement, le choix a été fait de ne pas utiliser cette technologie en France.
parce qu'elle n'était pas jugée assez mature, en tout cas vue de l'organisateur, et puis parce que en parfaite entente avec l'État, cette idée d'utiliser la biométrie a été écartée. Les gens du CIO n'y sont pas réfractaires par nature, puisqu'effectivement, il y a certains pays où c'est utilisé, d'autres où ça ne l'est pas. Mais en tout cas, il n'a jamais été envisagé d'utiliser cette technologie pour On a des enjeux, parmi les enjeux que je n'ai pas cités tout à l'heure, il y a et qui est lié au grand volume de spectateurs, c'est que sur certains sites de compétition, prenez le Stade de France, on va utiliser le Stade de France comme il n'est jamais utilisé. On va l'utiliser pendant 15 jours, quasiment tous les jours, pour des cérémonies, pour des compétitions, du rugby, pour de l'athlétisme. Et non seulement on va l'utiliser, mais on va le remplir et le vider 3 fois par jour. 3 fois par jour. Et donc, un peu dans l'idée que développait Madame la directrice tout à l'heure, on ne peut fonctionner qu'avec des technologies très éprouvées, et pour le coup, ça n'est pas le moment de tester un dispositif, d'autant que ce dispositif, encore une fois, pour l'instant, à ma connaissance, mais là je rentre sur un territoire sur lequel je ne suis pas le plus compétent, loin de là, je ne pense pas que ça puisse être utilisé pour les spectateurs. Au regard du cadre juridique français, c'était utilisé effectivement assez aisément pour les populations accréditées, pour les non-initiés, les populations accréditées, c'est-à-dire que tous les gens qui vont rentrer sur les sites de compétition ou au village olympique, ils peuvent y rentrer avec 2 titres d'accès, soit ils ont une accréditation, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un dispositif où tout le monde a fait l'objet d'une enquête administrative et leur identité est rentrée dans un dispositif dont les données sont stockées sur un cloud couvrant, soit ils ont un billet, voilà, un billet de spectateur. Un billet de spectateur où on ne vérifie pas l'identité du spectateur au passage. Voilà. Monsieur le professeur, c'est une question qui en valait 2 ? Nous dirons que non. Bon. Non, pour que la salle ait droit. Non, il y avait une promesse verbale. Elle n'était peut-être pas synalagmatique, mais c'était une promesse. Donc, ce qui a été dit t'engage. Ta réputation se joue. Tu as dit 2, c'est 2. My word is my bond. Donc, y a-t-il une deuxième question ? Merci. Bonjour, Sergent Latrémolière, merci en général. Je voulais savoir, moi je travaille au marché du coup. Je travaille au marché du coup de PEM, donc pour la rédaction des marchés. Et du coup, il y a des règles de sécurité au niveau de la diffusion de l'information, tout ça. Et effectivement, la DAGE, du coup, qui travaille pour la DAE, donc la Direction des achats de l'État, est en train d'étudier des possibilités pour intégrer en fait comme outil l'intelligence artificielle qui, bien sûr, va être utilisée par les soumissionnaires au niveau des marchés. Et je voulais savoir si aujourd'hui, du coup, il y avait des décisions, des réunions qui étaient avancées pour intégrer un logiciel sécurisé, voilà, pour permettre d'être parallèle à l'évolution. Qui serait volontaire pour répondre à cette question ? Alors, quand on ne sait pas, on demande à la directrice au ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Donc, madame, vous êtes désignée volontaire. C'est le principe des administrateurs de l'État, hein, c'est les spécialistes de la généralité. Donc, non. Alors, sur votre question sur les marchés, je n'ai pas connaissance de ce projet-là. Par contre, il existe aujourd'hui un projet qui est un peu dans la même logique intellectuelle, qui est la possibilité de créer des textes juridiques de façon automatique. Et donc, pour tous les gens et les juristes qui ont éprouvé des heures et des heures d'apprentissage rigoureux de la légistique, ça va être un soulagement pas possible, parce qu'en gros, vous n'aurez plus qu'à changer des parties du texte et ça va vous générer l'arrêté, le décret, le projet de loi qui va bien. Donc, en fait, derrière votre question, il y a plus
plus généralement l'IA au service de la modernisation de l'État. Et comme ça a été mentionné, la gendarmerie aujourd'hui, pour renforcer son efficacité, développe un certain nombre de choses, mais c'est un mouvement qui est général dans l'État et qui est général aussi au ministère de l'Intérieur. Et le pilotage hors force de sécurité intérieure des sujets d'intelligence artificielle est sous la houlette au sein de notre ministère du directeur de la transformation numérique. Et il me disait encore ce matin qu'ils avaient plus de 100 projets en cours pour améliorer à la fois le quotidien des usagers, mais aussi les pratiques des fonctionnaires qui travaillent à la fois en centrale et aussi en préfecture. Donc ce que vous mentionnez là, donc sur ce projet-là, j'en ai pas de connaissances particulières, mais il y a bien un mouvement dans l'État aujourd'hui qui est d'utiliser au mieux l'intelligence artificielle pour pouvoir, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, sortir les tâches qui sont redondantes, automatiques et qui consomment beaucoup de temps et d'énergie pour recentrer les actions sur ce qui a le plus de valeur ajoutée et sur la créativité. Merci à nos panélistes. Merci, monsieur le professeur. Merci, mon général. Merci, mesdames. Avant de clôturer nos travaux, pour les internautes qui nous regardent à distance sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas vu le clip des 10 ans du MBA, je vous propose de le revoir une seconde fois. Et sachez que les candidatures à la 11e promotion du MBA sont ouvertes. Pour clôturer nos travaux, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Gilles Babinet. Monsieur Babinet, vous êtes professeur HEC, vous êtes président du Conseil national du numérique et membre du comité de l'IA générative auprès du Premier ministre. Bonjour, bonsoir plutôt. Je suis très heureux d'être parmi vous pour clôturer vos travaux en réalité. J'ai eu l'occasion de voir les deux précédentes tables rondes et j'ai pu voir la qualité qui vous honore, à laquelle vous traitez ces sujets à la fois aussi passionnants que évoluant rapidement. Et donc j'essayais de me dire finalement quels sont les points un peu saillants de ce qui nous fait face. D'abord, il y a une chose qui, je crois, mérite d'être dite parce que je ne l'ai pas entendue et quand même ça me semble être important, c'est que pourquoi est-ce qu'on organise les Jeux Olympiques ? On les organise pour se dépasser sportivement, mais aussi parce que c'est un défi collectif, c'est un défi pour ainsi dire toute la nation. Réussir à accueillir 13 millions de personnes en plus de ce que l'on fait d'habitude, c'est évidemment un défi logistique, humain et technologique également. Et c'est une occasion de se dépasser aussi dans tous ces domaines. Et les enjeux de sécurité sont évidemment centraux dans cette période à cet égard. On nous a expliqué la place que pourrait avoir l'IA et l'importance qu'il y avait à ne pas faire à l'échelle de 13 millions de personnes finalement
du test de technologies qui ne sont pas encore matures. Je pense que c'est évidemment tout à fait sain. Mais en même temps, on comprend bien que c'est l'occasion peut-être de porter à l'échelle des technologies qui sont à un certain degré de maturité. Et c'est ce que je comprends que l'on va faire lors de cet événement. Alors, pour parler directement des menaces qui sont liées à l'intelligence artificielle, puisque je comprends que c'est aussi une préoccupation, il me semble qu'elle se résume assez facilement en 3 types de menaces. Il y a ce qu'on appellerait les menaces informationnelles. Je pense que ici tout le monde a ça à l'esprit. C'est le fait, par exemple, d'être capable de synchroniser une armée de bots, c'est-à-dire des faux personnages qui envahiraient les réseaux sociaux et qui seraient capables de délivrer avec une certaine présence, une certaine force, un message qui est faux. Alors, ça peut être dans le cadre d'une élection plus ou moins importante. On a des élections européennes qui se présentent et on sait que c'est déjà à l'œuvre. Le patron de Viginum le rappelle assez souvent. Dans le même contexte, il y a aussi des menaces qui ne sont pas forcément malveillantes. Le fait d'avoir finalement une dérive d'un grand LLM comme ChatGPT, ce qui s'est passé il y a une semaine, sans conséquence parce qu'il est devenu tellement obscur que tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. C'est aussi un problème. Mais ce qui s'est passé encore plus récemment avec Gemini est peut-être un peu plus problématique, c'est-à-dire avoir une caractérisation des individus. On pouvait avoir des nazis noirs. Et évidemment, ça a été débranché parce que c'est de nature à induire en erreur. Donc la première menace informationnelle. La deuxième menace, on pourrait la qualifier d'industrielle. C'est le fait d'être capable de créer des cyberarmes qui seraient finalement très puissantes, très performantes. Et je crois qu'à cet égard, il y a plusieurs observations à faire. D'abord, cette cyberarme n'est pas apparue. Et vous pourriez me dire que plutôt une bonne nouvelle, mais on est dans un contexte de guerre, en réalité, avec un pays qui est considéré comme très avancé dans ce domaine, qui a déjà d'ailleurs délivré des armes de ce type-là avec des dégâts extrêmement conséquents parfois à l'échelle de pays. Je pense à l'Estonie en particulier. Et on peut imaginer que dans un contexte qui est le leur, si les Russes disposaient d'une telle arme, ils l'auraient employée. Ils ne l'ont pas employée, donc ça nous donne quand même une idée de l'état de l'art auquel nous sommes actuellement parvenus. Et je crois que c'est une jauge qu'il est important d'apprécier parce que l'appréciation de la menace, c'est dans le monde militaire absolument fondamental. Donc on est aujourd'hui face à une scène qui évolue extrêmement rapidement. Je crois que quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que, et c'est vraiment le contexte de le dire, c'est quand même une course entre gendarmes et voleurs. C'est-à-dire que les voleurs construisent des armes qui sont de plus en plus efficaces, mais les gendarmes, alors je ne voudrais pas faire de confusion, mais quand je parle de gendarmes, je parle aussi des gens qui exploitent des cyberplateformes dans ce cas-là, parce que c'est une allégorie, il faut le comprendre comme tel. Eh bien, ça fait très longtemps qu'ils mettent en œuvre ces technologies, et notamment qu'ils les développent à cette fin. Je m'explique. Aujourd'hui, Meta, et en l'occurrence Facebook, intercepte 99,5% des contenus qui sont désinformants avant qu'ils ne soient publiés, et de façon automatique, en utilisant ces technologies. Donc il y a réellement, je dirais, une forme de compétition, mais il me semble que dans le cas commun, cette compétition reste en faveur des gendarmes. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se méfier, qu'il ne faut pas prendre en compte de nouvelles formes, des nouveaux paradigmes potentiellement d'agression, mais c'est quand même quelque chose qui est de nature à nous rassurer un peu. Et puis la troisième forme de menace, je la qualifierais de personnelle, c'est-à-dire des agressions qui peuvent être à des fins de vous voler votre carte bleue ou d'une façon générale, d'arriver à vous induire en erreur, mais dans une relation qui n'est plus quantitative, mais qui est individuelle. Il y a un nombre d'histoires, certaines d'entre elles qui sont juste incroyables. Je pensais à une histoire que j'ai entendue d'une femme qui, en gros, est tombée amoureuse
sur un site de rencontre de quelqu'un qui n'existait pas. Elle se fait voler de l'argent de cette façon-là. Et ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est qu'elle a fait des visioconférences avec cette personne. Donc en temps réel, on a été capable de lui montrer une personne qui, par ailleurs, existait dans la vraie vie, mais qui n'était pas celle avec laquelle elle parlait. Et elle était tellement certaine, parce qu'elle a vérifié sur Google que cette personne existait, etc., qu'à la fin, elle s'est fait voler, je crois, 45 000 €. Donc cette menace-là, elle est très présente, elle est très importante. Personnellement, c'est celle qui m'inquiète le plus, parce que elle passe essentiellement par une acculturation massive des populations qui est quelque chose de difficile à faire. Et je crois qu'elle est encore, malheureusement, dans l'ensemble des pays occidentaux, compris à un niveau qui est inférieur à ce qu'elle devrait être. Donc ça, ce sont les menaces, mais en regard des menaces, je pense que c'est important de le dire, les opportunités sont absolument considérables. Elles sont juste extraordinaires. Et je ne voudrais pas m'étendre trop longtemps sur ce sujet, mais je voudrais juste qu'on considère que dans un contexte qui est notoirement plus dangereux, aussi bien d'un point de vue géopolitique que d'un point de vue climatique, eh bien, c'est finalement aussi une opportunité qu'on ait ces technologies. On a ces technologies qui sont finalement potentiellement des gains de productivité importants. Le dérèglement climatique et sa résolution, c'est 3 trilliards de dollars par an, 3 000 milliards de dollars par an. C'est un peu plus que le PIB de la France. Donc c'est l'équivalent de 3% du PIB mondial qui doivent être consacrés à ça. Donc il y a 2 solutions. Soit on prend la poche de Jacques pour donner à Pierre, parce que c'est aussi beaucoup les populations les plus fragiles qui vont finalement être soumises à ce dérèglement climatique, qui vont le vivre dans leur chair, entre guillemets. Soit, et donc ça c'est évidemment quelque chose qui est potentiellement extrêmement agressif, soit on essaye de trouver d'autres solutions et notamment de bénéficier de gains de productivité. On a ces gains de productivité à portée de main. Et donc le fait qu'on soit capable de les mettre en œuvre à l'échelle de société, à l'échelle de nation, est un facteur absolument fondamental de préservation finalement de la paix publique. Parce que cet enjeu que vous voyez chaque été se manifester, chaque hiver aussi d'ailleurs, eh bien, est appelé à devenir chaque année plus brutal, plus cruel. Et je crois que c'est une menace qui aura évidemment une traduction géopolitique absolument majeure. Et puis l'autre aspect, c'est que finalement, je pense qu'un aspect qu'on n'évoque pas tellement et qui me semble absolument essentiel, c'est que finalement, je vais parler en termes extrêmement manichéens, mais les forces du mal, les gens qui sont là pour être dans des logiques agressives, ont beaucoup moins de capacité de synchronisation que les forces du bien. Les gens qui pensent qu'il faut qu'on se défende, et qu'on se défende collectivement pour le bien commun, ont plus tendance à utiliser l'open source, à partager les recherches académiques, que ceux qui sont dans une logique d'agression unilatérale. Et je peux vous dire qu'on le constate sur Internet. C'est-à-dire que les gens qui publient de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler le camp des démocraties libérales. Et ça se vérifie absolument tous les jours. Les gens qui publient moins, par exemple qui publient en chinois volontairement, c'est la Chine. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que leur découverte dans le domaine de l'intelligence artificielle soit plus facilement diffusée. Donc il y a une asymétrie, et par rapport à ce que j'entends assez souvent, je voudrais aussi ramener un peu de lumière dans ce débat et de dire que finalement, croire au progrès, c'est important. Et croire que ces technologies sont des technologies qui peuvent amener beaucoup plus de bien que de méfaits, c'est quelque chose qui doit être aussi, me semble-t-il, rappelé. Alors qu'est-ce qu'on doit faire finalement dans un monde qui quand même est un monde dangereux pour réussir à affronter ce danger et faire en sorte que ces technologies soient au bénéfice du bien commun et du plus grand nombre. Il me semble qu'il y a 2-3 choses qui méritent d'être évoquées à cet égard. D'abord, je vais parler de la chose militaire et finalement de la violence légitime, parce que c'est le lieu pour le faire. En ce qui concerne la chose militaire,
il me semble que ce qu'on observe entre autres en Ukraine, mais pas que, nous pousse à faire un effort finalement pour essayer de faire évoluer le paradigme de ce que c'est qu'un système d'armes d'aujourd'hui. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'aller visiter un centre de recherche militaire à côté de Rennes, et on a eu un débat sur ce sujet, et je dois dire que j'étais assez surpris de voir que les militaires eux-mêmes reconnaissaient que ça évolue plus vite que ce que la prospective, ou plutôt que la mise en œuvre de la prospective le fait. Et de mon point de vue, mais je ne suis pas un spécialiste, néanmoins je vous livre cette pensée, quelque chose qui va devenir déterminant demain, c'est d'avoir une plus forte intégration entre ce qu'on pourrait appeler, excusez-moi pour ces anglicismes, le hard power et le soft power. C'est-à-dire que certes, il nous faut du hard power, il nous faut des canons, il faut se défendre quand la violence s'exprime sur le plan physique, entre guillemets, mais ce qui s'est passé au Mali, par exemple, où la déstabilisation russe est évidente, a eu probablement un coût absolument marginal pour les Russes. C'est de l'ordre de quelques dizaines, peut-être quelques centaines de millions d'euros, et je n'y crois pas. Eh bien, vous voyez bien qu'on a dû quitter ce pays, on n'a même plus d'ambassade là-bas, et pour autant, ça n'est pas une confrontation militaire qui nous a poussé à faire ça. C'est une confrontation informationnelle. Et dans ce contexte, il y a évidemment la chose militaire, mais il y a aussi la chose civile. Et le grand défi, me semble-t-il, c'est comment est-ce qu'une démocratie arrive à se confronter à de la désinformation sans faire elle-même de la désinformation et ce qu'on pourrait appeler la propagande. Et donc ça, c'est évidemment extrêmement difficile. Je pense que l'une des formes de réponse, c'est ce que disait l'ancien patron de l'OTAN, dont j'ai oublié le nom, et qui disait, quand il y a eu cet attentat horrible en Norvège, de ce néo-nazi qui a tué je ne sais plus combien d'enfants sur une île, il a dit « Face à la violence, nous répondrons avec plus de démocratie et plus de transparence ». Et je crois qu'au-delà de la considération naïve qu'on pourrait avoir pour cette déclaration, c'est extrêmement pertinent. C'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui faire en sorte que face à un contexte qui est beaucoup plus, je dirais, qui est une forme de mélange entre finalement l'institution et la société civile, et au sein de la société civile, des gens qui portent des informations justes et des informations fausses, eh bien, il faut qu'on soit capable de faire en sorte qu'il y ait une sorte de continuum entre ces aspects-là. Je le dis assez souvent, je pense entre autres qu'il faut arrêter de faire en sorte que les citoyens soient confrontés à l'État, mais qu'ils soient eux-mêmes l'État. C'est-à-dire que faire nation, demain, c'est prendre part à l'État. Et ça, c'est pour moi un paradigme extrêmement fort. Et ça l'est d'autant plus que l'une des caractéristiques de l'intelligence artificielle, c'est son manque d'explicabilité, finalement son opacité structurelle. Ma conviction, c'est que nous allons, pour différentes raisons, vers des États-plateformes. Ces États-plateformes le seront parce qu'on a besoin de productivité. Il y a tout un tas de services publics qu'on ne sait plus remplir, dans les hôpitaux, dans les écoles, enfin, vous savez mieux que moi. Et pour cette raison, on va intégrer l'intelligence artificielle. Le problème de ça, c'est que si on le fait en mode, deuxième anglicisme, top-down, eh bien, ce manque d'explicabilité va provoquer une seconde révolte des Gilets jaunes, si ce n'est pas une troisième d'ailleurs. Et donc, l'évolution du système institutionnel, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour faire face à la menace extérieure. Elle est nécessaire pour faire en sorte qu'on vive dans une démocratie apaisée et qu'on continue à être capable de faire en sorte qu'il y ait du débat. Et je crois que l'une des façons dont on pourrait répondre à ça, c'est finalement de créer une forme de principe de corps citoyen, un peu comme les Suisses le font, mais non plus pour nécessairement apprendre à finalement préparer la guerre pour préserver la paix, mais pour faire en sorte que finalement on n'ait pas une démocratie qui soit une technocratie avec des sachants technologues d'un côté et puis des gens qui subissent la technologie de l'autre. C'est la même chose finalement pour les menaces extérieures. C'est-à-dire qu'on doit être capable de se mobiliser pour défendre la vérité.
Et donc ça n'est pas encore arrivé. Il y a une asymétrie très très forte entre la désinformation et l'information. Vous avez vu qu'un certain nombre de réseaux sociaux permettent de qualifier une information et de répondre, notamment lorsqu'elle est fausse. C'est un premier pas. Et ce pas repose finalement sur une certaine forme de mobilisation des gens qui ne sont pas payés pour faire en sorte que cette information soit juste, mais qui sont potentiellement vous et moi. C'est finalement Wikipédia porté à une autre échelle 25 ans plus tard. C'est GitHub porté à une autre échelle 10 ans plus tard. Donc ça, c'est une dynamique qui est, à mon sens, extrêmement fondamentale. Et au-delà de ça, par rapport aux enjeux qui nous font face, je voudrais revenir un peu aux Jeux Olympiques, parce que quelque chose qui est je crois, très fort dans les échanges que nous avons entendus, c'est finalement quelle est notre approche par rapport à l'innovation. Alors, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. D'abord, comment est-ce qu'on innove? On l'a vu, on ne peut pas porter à l'échelle des technologies qui ne sont pas matures. Et donc, il faut créer à échelle une culture de l'expérimentation, une culture de la prise de risque et une culture de l'échec. Et ça, c'est quelque chose que l'on apprend, pour ainsi dire, quand on est encore à l'école maternelle ou à l'école primaire. C'est une caractéristique systémique, quasi anthropologique du monde qui vient. Parce que le potentiel de distribution de l'innovation est total. C'est la dissémination des technologies d'intelligence artificielle est absolue. Si je ferais un comparatif avec les technologies qui permettent de faire la bombe nucléaire, le coefficient de dissémination, c'est un pays tous les 20 ans. Le coefficient de dissémination d'un LLM, c'est vous rentrez chez vous, vous le téléchargez sur votre ordinateur et vous le mettez en œuvre quasi immédiatement si vous avez quelques compétences en code. Et cette nature, cette caractéristique, elle est absolument fondamentale. Et derrière ça, je reviens à mon propos, c'est, me semble-t-il, il faut qu'on ait une culture collective de ce que l'on peut faire avec ces technologies, parce qu'elles sont extrêmement puissantes. Et j'irai même plus loin, je pense que nous devons avoir un projet politique à cet égard. Parce que la perception commune, c'est une perception qui me semble mauvaise. C'est-à-dire le fait que le seul projet politique qui peut résider dans la technologie, c'est un projet mercantiliste, c'est un projet d'hyperconcentration capitaliste, tel qu'il est actuellement développé aux États-Unis, alors que c'est aujourd'hui juste la voie qu'ont choisie les Américains. Et nous pouvons en choisir une autre. Il faut comprendre la nature structurelle qui permet de faire apparaître cette innovation, mais à partir de là, l'orientation peut être différente. Et j'en reviens au point que j'évoque. Je pense que pour la France, il y a une vraie opportunité, finalement, de re-rentrer dans cette dynamique d'innovation, notamment grâce à ou à cause de cette transition environnementale. C'est-à-dire le fait d'être capable de dire, le projet des Américains, c'est de faire des entreprises qui sont des entreprises qui valent des trilliards, et finalement, c'est un peu la finalité, parce que j'en vois pas vraiment d'autres quand je regarde ça. Notre projet, ça va être finalement de participer à cette transition environnementale en utilisant comme levier l'intelligence artificielle, puisque comme vous le savez, on a les meilleurs talents pour ce faire. Je note à cet égard qu'il y a quelques jours, Yann Lequin indique sur les 12 meilleures personnes qu'il connaissait dans le monde en intelligence artificielle, 7 étaient issus de X, de Polytechnique, une école militaire et de Normal Sup. Voilà, donc c'est finalement, et j'en finirai, j'ai déjà été trop long, mais j'en finirai là-dessus, c'est ce qu'il nous faut, c'est croire à nouveau un peu en nous, quoi. C'est vraiment, et les Jeux Olympiques, c'est le moment de célébrer finalement ça aussi, c'est de croire qu'on peut participer, qu'on peut gagner, qu'on peut jouer, qu'on peut se réjouir et qu'on peut aussi se forger un projet commun. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des moments dans l'histoire où l'histoire s'accélère et on a des opportunités de saisir la balle au bond et de dire on va faire de ça un projet collectif, on va faire nation autour de ça. J'espère que ce moment nous fait face. Merci pour votre attention. Merci. Merci, monsieur, pour votre conclusion. Je m'associe au département MBA pour vous remercier de votre présence parmi nous dans cet amphi et ainsi que les internautes en ligne. Merci aux professeurs, merci aux intervenants, merci aux techniciens de l'Amphifoch. Et puis je pense qu'on peut se dire à l'année prochaine pour un nouveau colloque.
Et je vais juste me permettre, juste avant de vous libérer, au nom du directeur du MBL Général Division Laurent Bitouzet, de vous remettre ce petit souvenir en mémoire de notre MBA que j'espère vous garderez en bonne place dans votre bureau. Merci beaucoup, merci encore.